peut-être mieux connu pour ses maisons historiques et pittoresques de Francfort, la fête annuelle de l'Oktoberfest et son rôle de puissance économique contemporaine en Europe, l'Allemagne abrite également une multitude de mystères. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer deux affaires horribles d'Allemagne qui restent encore sans réponse. Et maintenant, plongeons-nous dedans, avec les mystères d'aujourd'hui. Vesna Nastieva naît en Bulgarie en 1952. On sait peu de choses sur la jeunesse de Vesna Nastieva, la fille d'un diplomate de haut rang qui a également été ambassadeur auprès de l'Organisation des Nations Unies et faisait partie du Parti communiste bulgare. Vesna était une jeune femme incroyablement intelligente et éloquente. Après avoir étudié la chimie à l'université dans son pays natal, elle a ensuite été employée par le service allemand d'échanges universitaires à l'automne de 1980. Et elle a accepté un poste à l'Institut Max Planck pour la recherche sur le charbon à Mülheim en Allemagne. À ce moment-là, la jeune femme de 28 ans avait également eu 2 enfants, bien que les informations à leur sujet et sur leur père soient rares. Lorsqu'elle a commencé son nouvel emploi en octobre 1980, Vesna a dû se rendre à Nuremberg pour une conférence de 2 jours. Le 1er novembre, elle devait rentrer à Mülheim. Bien qu'elle ait eu l'intention de monter à bord de l'Intercity 620, pour lequel elle avait un billet de seconde classe, elle a finalement pris un train depuis Wiesbaden à cause des retards. À 22h25, le train approchait du quartier de Reicholz à Düsseldorf lorsqu'un enseignant de 33 ans, qui rentrait chez lui, a entendu un étrange gémissement provenant du compartiment voisin du train. Inquiet, il a regardé à l'intérieur et a vu Vesna se faire attaquer par un jeune homme armé d'un couteau ou d'une dague. Certaines sources décrivent la lame comme étant de type stylet. Effrayé, l'enseignant a poussé un cri, ce qui a alerté les autres passagers de la situation. Malheureusement, cela a également alerté l'assaillant qui a tiré sur le cordon du frein d'urgence du train et a sauté du wagon par la fenêtre. Il a disparu dans la nuit. Pendant ce temps, des passagers qui avaient entendu le vacarme ont alerté le personnel à bord de la situation. À leur tour, ils ont contacté les autorités par radio. Une ambulance est arrivée sur les lieux peu de temps après et Vesna a été emmenée à l'hôpital universitaire de Düsseldorf. Tragiquement, l'intervention de l'enseignant n'avait pas été assez précoce. La jeune femme de 28 ans avait reçu 21 blessures par arme blanche, principalement à la poitrine, et elle est décédée 2 heures après l'incident dans la nuit du 2 novembre. Comme elle est restée consciente pendant un court moment avant de décéder, elle a pu parler avec les enquêteurs, mais elle n'a pas pu décrire son agresseur. Elle leur a dit qu'il était entré dans le wagon et s'était assis à côté d'elle avant de l'attaquer. Elle a dit aux policiers « Je n'ai jamais vu cet homme ». Les enquêteurs sur place ont fait évacuer tout le train et une fouille des bois environnants a été menée dans l'espoir que l'auteur ait laissé un indice. Mais il n'en avait pas laissé. L'enquête était dirigée par le détective Armin Matzler, mais comme il y avait très peu de preuves laissées sur place, il a eu du mal à lancer les investigations. Les autorités soupçonnaient que le coupable s'était probablement blessé en sautant, mais qu'il avait peut-être pris un taxi ou fait de l'autostop pour quitter les lieux. La seule piste dont disposait la police était la description du meurtrier donnée par l'enseignant de 33 ans. La seule personne à bord du train qui avait vu l'homme. Le meurtrier de Vesna a été décrit comme ayant entre 20 et 25 ans, une carrure trapue, de longs cheveux noirs et gras et portant des lunettes à monture métallique. Il mesurait environ 1,65 m à 1,70 m et portait une veste en cuir noir ainsi que des gants noirs. Avec ces informations, les autorités ont pu réaliser un portrait robot de l'auteur du crime. 5 jours plus tard,
Le 7 novembre, la description de l'homme et son portrait robot ont été diffusés dans une célèbre émission de télévision allemande dont le nom se traduit approximativement par dossier numéro XY non résolu. Cette émission est similaire à Crime Watch au Royaume-Uni ou Crime Call en Irlande, qui présentent toutes deux des affaires non résolues et sollicitent l'aide du public pour les résoudre. Pendant ce temps, la police a étendu sa recherche du meurtrier à l'ensemble de l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie. Quelques jours plus tard, le 11 novembre, un contrôleur de billets a surpris un homme qui voyageait sans billet. Il se trouvait dans un train express et, lorsqu'il a été confronté, l'homme a tenté de sauter par une fenêtre, même si le train était encore en marche. L'homme a été attrapé par 2 passagers qui l'ont ramené au centre du wagon, mais il a alors saisi un couteau et les a poignardés. L'un des passagers a été légèrement blessé et l'autre a réussi à le maîtriser. L'homme, encore non identifié, a été interrogé et un officier a remarqué sa ressemblance avec le portrait robot du meurtrier de Vesna. Il a contacté la police de Düsseldorf qui prévoyait de venir en avion avec leurs témoins dans l'espoir qu'ils puissent procéder à une identification et que l'affaire soit résolue. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu car les autorités ont découvert qu'elles ne pouvaient pas contacter l'enseignant. Il s'est avéré qu'il était parti à la chasse pour une semaine, à l'insu de la police. Pendant qu'ils le recherchaient, les suspects dans l'affaire de Vesna ont été transférés à Würzburg. Ici, l'homme a été identifié comme un Italien nommé publiquement Duilio S. Après l'arrivée de la police avec l'instituteur, ce dernier a confirmé qu'il était sûr à 70% que c'était l'homme qui avait tué Vesna. Il avait une apparence presque identique et des vêtements similaires, bien que Duilio ait eu 34 ans et non pas entre 20 et 25 ans comme l'avait décrit l'instituteur. Malgré cette divergence, les forces de l'ordre pensaient avoir trouvé leur homme. Mieux encore, Duilio a fini par avouer et il a été extradé à Düsseldorf. Cependant, les choses se sont rapidement effondrées lors de sa première audience au tribunal, au cours de laquelle ses avocats de la défense ont soutenu que non seulement le trentenaire souffrait de plusieurs problèmes de santé mentale, mais qu'il existait également de multiples petites incohérences entre Duilio et le portrait robot de la police. De plus, il était incapable de décrire Vesna. Le trentenaire a finalement rétracté ses aveux, affirmant qu'il n'avait avoué le crime que pour être envoyé dans un hôpital psychiatrique où il pourrait recevoir un traitement pour ses problèmes. Il s'est avéré que Duilio avait un alibi en béton. En réalité, il travaillait comme serveur au Danemark au moment du crime. Les autorités de Copenhague ont été contactées et, après avoir mené leur propre enquête, ils ont confirmé que plusieurs témoins avaient vu l'homme de 34 ans ce jour-là et les registres montraient qu'il travaillait à ce moment-là. Aucun autre suspect n'a jamais été arrêté et aucune autre accusation n'a été portée en lien avec la mort de Vesna. Bien que l'affaire ait fait la une des journaux nationaux à l'époque et ait même été évoquée dans la presse locale d'autres pays européens, elle a en grande partie disparu de la mémoire du public. Il n'y a aucun mobile apparent pour le meurtre inutile de Vesna et il existe très peu de théories dans son affaire. La principale théorie est que sa mort aurait un lien avec la carrière diplomatique de son père. Le père de Vesna a été fortement surveillé en Bulgarie car il était réticent à quitter l'Allemagne de l'Ouest. Il est probable que cela n'ait pas aidé que sa fille de 28 ans ait également déclaré publiquement son désir de rester en Allemagne de l'Ouest. En conséquence, Vesna a été qualifiée de traîtresse par son pays natal. Et des enquêteurs en ligne se sont demandé si les services secrets bulgares avaient joué un rôle dans son meurtre. D'autres, cependant, ont soutenu que si tel avait été le cas, ils auraient probablement choisi une méthode plus subtile pour agir. Si le meurtrier de Vesna avait vraiment entre 20 et 25 ans en 1980, il y a de fortes chances qu'il soit encore en vie. Cependant, compte tenu du temps écoulé et du manque de preuves, il semble probable que nous ne verrons jamais la justice dans l'affaire de Vesna Nastieva. Rosemary Nitrobet. Née à Düsseldorf le 1er février 1933, Maria Rosalia Auguste Nitrobit, connue sous le nom de Rosemary, n'a pas eu une enfance facile. Née d'une femme de ménage hors mariage, Rosemary et sa demi-sœur ont été élevées pendant un certain temps par leur mère célibataire. Elle n'a jamais connu son père, que l'on pense avoir été un ouvrier à Düsseldorf et qui a refusé de payer une pension alimentaire.
Finalement, lorsque sa mère a purgé une peine de prison, Rosemary et sa sœur ont été placées dans un foyer pour enfants. Et un an plus tard, en 1939, Rosemary a été placée dans une famille d'accueil. Quelques années plus tard, alors qu'elle n'avait que 11 ans, Rosemary a été agressée sexuellement par un homme local de 18 ans. Cependant, ce crime horrible a été étouffé et aucun rapport officiel n'a jamais été fait à la police, malgré le fait que tout le village savait ce qui s'était passé et qui était l'auteur des faits. Adolescente, Rosemary est entrée dans le monde de la prostitution. Elle a passé son temps à entrer et sortir de foyers de correction pour mineurs, mais elle s'est échappée à de nombreuses reprises. Après avoir passé 3 semaines dans un centre de détention pour mineurs pour vagabondage, elle a décidé de déménager à Francfort, où elle a travaillé brièvement comme mannequin et serveuse avant de finalement retourner à la prostitution. Apparemment, Rosemary a commencé à cacher son passé pendant qu'elle travaillait. Elle a appris l'anglais et le français et a pris des cours de savoir-vivre afin de mieux s'intégrer à la haute société. Cela lui a permis d'attirer une clientèle plus riche et plus sophistiquée et elle est devenue célèbre pour être une excellente interlocutrice. Son plan a fonctionné et bientôt, Rosemary recevait en cadeau des voitures de luxe et des voyages somptueux à l'étranger, notamment en Méditerranée. Elle s'est rapidement constituée une fortune et elle a utilisé son argent pour s'offrir un appartement luxueux et une Mercedes décapotable qui avait une sellerie en cuir rouge. Elle utilisait la voiture pour emmener ses clients chez elle et les raccompagner. En une seule année, elle a gagné l'équivalent moderne de plus de 140 000 €. Cependant, tout s'est arrêté lorsque la jeune femme de 24 ans a été retrouvée morte dans son appartement. Sa mort a attiré l'attention des autorités lorsque sa femme de ménage a signalé qu'elle n'avait pas pu entrer dans l'appartement depuis plusieurs jours et avait remarqué que sa livraison de pain s'accumulait devant la porte. On a estimé que Rosemary était décédée 3 jours auparavant, bien que le travail bâclé de la police et le manque de preuves médico-légales rendent cette estimation incertaine. La cause du décès de Rosemary a été établie comme étant une strangulation avec un base en nylon, bien qu'elle ait également eu une blessure à la tête. Même après l'inhumation de son corps, la police a conservé la tête de la jeune femme comme preuve. Elle a finalement été enterrée avec le reste de son corps en 2008, alors que tous les vêtements de Rosemary, y compris des manteaux en vraie fourrure et des robes en soie, étaient restés intacts. L'équivalent moderne d'environ 34 000 $ avait été volé dans son appartement. Bien que les enquêteurs aient émis l'hypothèse que le vol était le mobile du crime, personne ne pouvait comprendre pourquoi aucun de ces objets de valeur n'avait été emporté. Cela pourrait peut-être s'expliquer par le fait que le coupable n'aurait pas à écouler de biens s'il ne volait que de l'argent liquide. La jeune femme de 24 ans n'a pas été agressée sexuellement et il n'y avait pas d'autre mobile évident pour le crime, bien que des rumeurs aient commencé à circuler selon lesquelles elle enregistrait sur bande ses conversations avec ses clients afin de pouvoir ensuite les faire chanter. Cependant, cette théorie a été écartée car il n'y a jamais eu aucune preuve à l'appui. Un inspecteur détective qui a travaillé sur l'affaire, Alfred Kalk, a déclaré que, bien que les policiers aient retrouvé un carnet répertoriant les noms des clients de Rosemary, aucun d'entre eux n'occupait une position de pouvoir suffisamment importante pour provoquer un scandale. Il a affirmé que sa clientèle était principalement composée de gens ordinaires et que l'homme le plus en vue dans le carnet était un directeur de banque. Selon les allégations, plusieurs officiers de l'armée américaine comptaient parmi ses clients. Ils ont admis qu'elle avait demandé de l'argent afin de pouvoir payer un avortement. Cependant, aucun de ces hommes n'a été suspecté. L'enquête était connue pour être précipitée et désordonnée. Le principal suspect dans l'affaire était un proche ami de Rosemary nommé Heinz Pollmann qui lui aurait rendu visite le 29 octobre, ce qui est possiblement le jour où elle a été tuée. Un témoin se souvient d'avoir failli être renversé par Pollmann alors qu'il passait à toute vitesse devant la cour à l'extérieur de l'immeuble de Rosemary. Pollmann était un homme d'affaires de 37 ans dont la relation avec la jeune femme de 24 ans était complètement platonique car il était homosexuel. La chose la plus suspecte, cependant, était qu'il était connu pour avoir des problèmes financiers au moment de la mort de son ami. Cependant, dans les jours qui ont suivi, il a réglé toutes ses dettes et s'est acheté une nouvelle voiture. Il n'a pas pu expliquer aux enquêteurs d'où venait cet argent et a donné des informations contradictoires lors de l'interrogatoire, bien qu'il ait finalement admis avoir volé ses employeurs. Les preuves semblaient s'accumuler contre Pollmann.
On savait qu'il avait une clé de l'appartement de Rosemary, ce qui correspondait au fait que la porte de la jeune femme de 24 ans était verrouillée lorsqu'on l'a retrouvée morte. Il possédait également un pantalon gris qui portait une tache rougeâtre. Alors qu'il avait d'abord affirmé qu'il s'agissait de rouille, un analyste a déterminé qu'il s'agissait de sang humain. Pullman a alors changé de version, affirmant que la tache était bien du sang, mais que c'était le sien, car il souffrait d'une maladie de peau qui le faisait saigner de temps en temps. Il a également soutenu que, puisqu'il avait une clé de la maison, il aurait pu cambrioler Rosemary à tout moment lorsqu'elle n'était pas là. Finalement, l'homme de 37 ans a été inculpé du meurtre de Rosemary, mais il a été acquitté en juillet 1960 pour cause de doute raisonnable. Sa défense a soutenu que les autorités n'avaient pas mesuré la température précise de l'appartement de la jeune femme de 24 ans, ce qui aurait été essentiel pour déterminer l'heure du décès. Le sang retrouvé sur son pantalon n'a pas non plus pu être formellement relié à Rosemary, ce qui signifie que toutes les preuves recueillies par la police étaient circonstancielles, laissant ainsi place au doute. Le ministère public n'a pas fait appel de l'acquittement. Après son exonération, Pullman a ensuite été choisi pour jouer le rôle principal dans un film basé sur la vie et le meurtre de Rosemary. Cependant, cette décision a suscité de vives réactions négatives et il a finalement été retiré du film. Il a ensuite contacté les autorités soviétiques en Allemagne de l'Est et leur a proposé de leur vendre la liste des clients de Rosemary, car il les avait tous mémorisés, mais ils ont refusé cette offre. De plus, Pullman a écrit plusieurs articles de magazines qui détaillaient les derniers jours qu'il avait passés avec les 24 ans. Mais encore une fois, ces articles ont cessé d'être publiés lorsqu'ils ont reçu une attention négative. Le seul autre suspect dans l'affaire de Rosemary était un propriétaire d'épicerie de Munich dont le nom a été retrouvé dans son portefeuille aux côtés des noms de plusieurs villes différentes. Cependant, il a vite été innocenté de toute implication. L'histoire de Rosemary a été jugée scandaleuse et choquante par les médias locaux. L'incapacité à résoudre l'affaire a entraîné un sensationnalisme accru et des spéculations selon lesquelles des citoyens haut placés tentèrent d'empêcher les forces de l'ordre de faire leur travail et de clore l'enquête. Cette idée n'a fait que s'accentuer lorsque certains dossiers de police liés à l'affaire ont disparu peu après le début de l'enquête. Cependant, ces dossiers manquants ont en réalité été retrouvés dans les archives de la police en 2013. Pendant un certain temps, il y a eu des spéculations selon lesquelles l'affaire de Rosemary était liée à l'affaire Blonde Dolly aux Pays-Bas. En 1957, une travailleuse du sexe nommée Sibylle Niemann a été étranglée à son domicile. Cette affaire n'a jamais été résolue. 9 ans après la mort de Rosemary, une autre travailleuse du sexe basée à Francfort a été assassinée. L'affaire d'Helga Matura reste également non résolue. Et il semble malheureusement probable que le meurtre de Rosemary continuera de connaître le même sort. Et voilà les faits. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon pour seulement 2 $ par mois, ce qui revient à moins de 20 centimes par vidéo. Merci d'avoir regardé. Soyez vigilants et prudents. À la prochaine.